Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public enregistré en public devant une salle de l'école alsacienne qui est à peu près pleine comme un œuf. En tout cas, la dernière fois que j'avais vu un œuf, ça ressemblait non pas à cette salle, ni même à ses occupants, mais c'était assez serré. Devant donc ce public avec qui tout à l'heure nous allons entamer une série d'échanges qui seront diffusés la semaine prochaine, qui seront diffusés mercredi prochain, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Antoine Fouché, président de la société de conseil Quintet, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Un mot sur les contributions financières. Il y a 2 ans, j'avais dû lancer un cri d'alarme parce que les personnes qui contribuent de manière ponctuelle, par l'envoi d'un chèque ou par l'envoi d'un versement, ont assez vite tendance à oublier que leur contribution annuelle est quelque chose sur quoi nous comptons, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, c'est-à-dire maintenant, comme notre podcast continue à leur arriver directement dans les oreilles via leur ordinateur ou via leur téléphone, pensent que tout est absolument au point. Ça commence à ne plus être le cas, et je demande donc à toutes celles et à tous ceux qui d'abord n'ont pas encore choisi de contribuer et de ne pas se priver de le faire, de choisir plutôt une contribution ponctuelle, qu'elle est facile à arrêter, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, et à celles et ceux qui, depuis ma relance, ont remis en place leur contribution ponctuelle, de bien vérifier que cette contribution ponctuelle a été versée cette année, et sinon de s'empresser de le faire avant que je doive me lancer, secondé par Jean-Louis, dans une grève de la faim qui serait dommageable à lui comme pour moi. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Les villes face à l'extrême droite », et il est ainsi chapeauté. L'enjeu, c'est de ne pas oublier, comme l'écrit Éric Fotorino dans son éditorial, le risque est grand, à l'heure du scrutin des municipales, souvent perçu comme moins partisan, de se laisser abuser par la stratégie d'élus RN, pratiquant la dissimulation pour mieux cacher qui ils sont. À travers reportages, analyses et témoignages, le 1 Hebdo éclaire leur pratique du pouvoir, tout sauf anodin. Vendredi prochain, le 20 mars, à l'invitation du ministère des Affaires étrangères, nous enregistrerons notre émission au Quai d'Orsay, dans le prestigieux salon de l'Horloge. Il reste encore, le nombre de places a été strictement limité par le ministère, il en reste encore 5. Vous trouverez sur notre site, le lien permettant de vous inscrire. Et en ce qui concerne les enregistrements ici à l'école alsacienne, le prochain sera le dimanche 12 avril, et vous trouverez le lien à partir de mardi, puisque d'ici là, nous laissons, pour ne pas qu'il y ait de confusion, le lien avec l'enregistrement au Quai d'Orsay. Mercredi, nous mettrons en ligne, comme je le disais tout à l'heure, les échanges que nous aurons avec le public venu à l'école alsacienne, et toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et que vous recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel. Commençons par le premier des sujets que nous avons retenus et que nous avons intitulé « La guerre a-t-elle changé de nature ?» entre la guerre en Ukraine et la guerre en Iran. Il y a 2 semaines, le 28 février, Israël a déclenché contre l'Iran une attaque dite préventive, coordonnée avec les États-Unis. En la baptisant « Fureur épique », Donald Trump lui a fixé un objectif, je cite, « défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes posées par le régime iranien, qualifié de sponsor d'État numéro 1 du terrorisme. » Ni le caractère imminent de ces menaces, ni ce en quoi elles concernent les États-Unis, n'a été clairement établi. Il y a 4 ans, lorsque la Russie lança son invasion massive de l'Ukraine, certains se sont demandé si le monde n'entrait pas dans une 3e guerre mondiale. Avec l'actuelle guerre avec l'Iran, la même inquiétude refait surface.
Cette guerre concerne déjà plus d'une douzaine de pays de la région, l'Iran et Israël, mais des missiles et des drones ont aussi frappé les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït et Oman. Au Liban, les forces terrestres israéliennes poursuivent leurs opérations contre le Hezbollah. À Chypre, l'Iran a lancé une attaque de drones contre une base militaire britannique et des missiles balistiques ont été interceptés en Turquie. En Irak, les milices pro-iraniennes entretiennent l'instabilité. Un soldat français a été tué. L'Azerbaïdjan a désormais été touché et les Iraniens pourraient finir par entraîner le Yémen dans le conflit. C'est de loin la guerre du Golfe la plus étendue à ce jour. Volodymyr Zelensky a reconnu qu'une guerre prolongée avec l'Iran pourrait avoir un impact sur les livraisons américaines de munitions pour les systèmes de défense antiaérienne fournis à l'Ukraine par ses alliés occidentaux afin de défendre ses infrastructures essentielles, notamment énergétiques. En 4 ans de guerre, Kiev a mis au point une gamme d'intercepteurs efficaces, bon marché, et considérés comme étant parmi les plus avancés au monde, conçus pour détruire en vol les drôles d'attaque Shahed de conception iranienne. Les États-Unis, le Qatar et les Émirats arabes unis ont récemment fait appel à l'expertise ukrainienne pour leur lutte contre les drones ukrainiens. Et face à l'épuisement de leur stock de missiles patriotes, les intercepteurs bon marché conçus par Kiev représentent un atout stratégique majeur pour la sécurité de la navigation. Pour le politologue Frédéric Charillon, en Ukraine ou en Iran, il s'agit de guerres choisies, c'est-à-dire qu'aucune raison immédiate de sécurité nationale n'imposait, et ils en tirent d'ores et déjà 3 leçons. Les alliances ne valent plus rien. La possession de l'arme atomique semble demeurer la dernière garantie de sécurité. L'Occident n'est plus un facteur de stabilité. Sa parole est démonétisée. On regardera donc ailleurs. Enfin, l'emploi démesuré de la force par les candidats à l'hégémonie impose de nouveaux partenariats, même contre nature, pour les contenir. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, alors c'est une terrible question parce que elle aboutit au fait que j'inaugure au lieu de conclure. Et ça, c'est un exercice qui m'est extrêmement pénible. Ça prouve que la guerre est vraiment un game changer. Oui, je dois dire que j'avais suggéré un sujet comme ça à Philippe et il a estimé que c'était un bon sujet. Je crois qu'il n'a pas plus réfléchi que moi. Et que c'est un sujet extrêmement difficile à maîtriser. Alors je voudrais simplement faire 2 séries de remarques. Sur la guerre, je crois qu'il faut à la fois voir que la guerre, c'est ce qu'elle a toujours été. Il y a une permanence de la guerre, et puis il y a des changements. C'est un plan en 2 parties assez classique pour un ancien diplômé de Sciences Po. Bon. Alors, sur la permanence, je crois que d'abord, on est complètement dans le système de Clausewitz. C'est-à-dire la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc il s'agit de savoir s'il y a des objectifs politiques et quels sont les objectifs politiques. Il y a évidemment des objectifs politiques de la Russie dans la guerre d'Ukraine, qui sont extrêmement classiques d'ailleurs, qui est la prise de contrôle d'un pays. Il y a des objectifs beaucoup plus incertains, nous y reviendrons, sur la guerre d'Iran, tant de la part de Netanyahou, de Israël, qui a donné le sentiment à un moment qu'il voulait un grand changement de régime, alors qu'il veut plutôt, me semble-t-il, l'aplatissement du régime actuel que son remplacement, et de la part de M. Trump, qui manifestement erre de but de guerre en but de guerre au cours de ses différentes déclarations. La deuxième loi de Clausewitz, c'est celle des actions réciproques. C'est-à-dire que la guerre, c'est un domaine où ce que vous faites n'est pas déterminé par ce que vous voulez, mais par ce que veut votre adversaire. Donc, vous êtes emmené dans une surenchère permanente. Vous ne maîtrisez plus le système. Quand vous entrez dans une guerre, c'est l'autre qui détermine la loi, et soit vous décrochez, soit vous surenchérissez. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait impressionnant, et ça explique une des données auxquelles ceux qui se rendent dans une guerre qu'ils ne prennent pas assez en compte, c'est l'imprévisibilité totale de la guerre. La guerre, c'est une décision où vous renoncez à contrôler le processus. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux, et je crois on voit bien ce qui est en cours actuellement. La troisième donnée, qui est très importante, c'est que ça conduit à ce que nous appelons l'escalade
et par le jeu des actions réciproques qui se renchérissent, et ce que Clausewitz appelle l'ascension aux extrêmes. Et là, il faut bien voir la grande distinction de Clausewitz entre la guerre absolue et la guerre réelle. La guerre absolue, c'est une guerre qui en principe n'existe pas, c'est-à-dire c'est le pur mouvement d'ascension aux extrêmes que je viens de décrire. Chaque acteur surenchérissant sur l'autre, et donc le degré de violence s'accroît. Alors pourquoi on n'arrive pas à une destruction totale de la situation et on arrive à ce que Clausewitz appelle la guerre réelle? C'est parce que intervient la politique et qu'à un moment les acteurs se disent non, je peux pas continuer, mon objectif politique est atteint, ou mon objectif ou l'objectif politique de mon adversaire, si je continue je vais encore perdre un peu plus, donc je mets les pouces. Donc tout le jeu que décrit Clausewitz est un jeu dans lequel la logique d'ascension aux extrêmes, de développement de la violence est contredit par le calcul politique. Quelqu'un comme Bismarck, c'est formidable de ce point de vue-là. Il déchaîne la violence et il l'arrête quand il veut. C'est un homme de sang-froid, il obtient ses objectifs et il arrête. Bon, là, on va voir que c'est quand même plus compliqué. La troisième caractéristique, c'est ce que dit Clausewitz, c'est l'avantage à la défense. Celui qui défend a une supériorité par rapport à celui qui attaque. Pourquoi? Pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'il est plus près de ses bases, il n'a pas de problème de communication, l'étirement des lignes de communication, c'est toujours un problème énorme, et puis surtout, il est en proximité avec sa population, et l'enjeu est beaucoup plus important pour lui que pour l'attaquant. L'attaquant, il veut obtenir un avantage, le défenseur, il défend sa survie. Donc il y a une mobilisation politique beaucoup plus forte qui conduit à l'arrêt. Là, on voit bien comment ça fonctionne dans la guerre actuelle. Voilà. Et la dernière loi la loi permanente, c'est la loi du changement. C'est-à-dire que la guerre est en soi, comme disait Lénine, un phénomène révolutionnaire. Ça modifie évidemment le rapport de force, ça modifie les structures de la société, et ça modifie les techniques d'armement. Je n'insisterai pas, mais on est entré dans la Première Guerre mondiale avec des fantassins et des canons, on en est sorti avec des chars. On est rentré dans la Seconde Guerre mondiale avec des chars, on en est sorti avec l'arme atomique. Et là, nous sommes rentrés dans une guerre très particulière, on ne sait pas comment on va en sortir, mais de toute manière, on en sort. Alors voilà, déjà, ce cadre-là permet, je crois, d'analyser un certain nombre de choses. Mais alors, il y a quand même, et il faut le voir, les changements. Alors, les changements, ça a été à peu près très bien. Celui qui résume ces changements, c'est le titre, parce que c'est pas le sujet de son livre, c'est Houellebecq. C'est l'extension du domaine de la lutte. Nous sommes dans un monde qui est saturé par la violence. Violence par les modifications des enjeux qui deviennent de plus en plus importants et qui portent même sur la nature de l'homme. Quand on voit les conflits que nous avons potentiellement avec les Chinois, ce qui porte sur les théâtres, il n'y a aucun théâtre qui est épargné, ni les océans, ni l'espace, etc. On a une extension vraiment, alors là, du domaine de la lutte au sens plein du terme. On a également les acteurs, on a des acteurs étatiques, mais les acteurs étatiques se conduisent parfois comme des acteurs non étatiques. Regardez ce que Hedstedt et Trump disent sur la vengeance. Il s'agit de venger des soldats, il s'agit de liquider des dirigeants. C'est des trucs de sauvages, ça, c'est des trucs de mafieux. C'est pas la guerre des États, c'est pas westphalien. On a donc cette extension à des acteurs non étatiques. Regardez la guerre de la drogue, la guerre du Mexique, etc. Enfin tout ça. Et on est dans un monde saturé de violence. Donc ça entraîne, et c'est ça que je veux dire, ça entraîne une substitution
du recours à la force. Le recours à la force remplace la définition des objectifs. La violence n'est plus instrumentalisée. C'est la politique qui est instrumentalisée. C'est l'inverse de la doctrine de Clausewitz. C'est la politique qui devient même pas la continuation, mais le produit dérivé très difficile à mettre en œuvre de la violence en tant que telle. Et c'est bien à ça qu'on assiste. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un climat d'angoisse permanente, et c'est ce que Gaston Boutoul, le grand polémologue, avait inventé quand il avait parlé du complexe de Damoclès. Damoclès se sent menacé, et il se jette sur l'épée. Donc il a une attitude profondément irrationnelle par rapport à ses intérêts, mais qui est dictée par l'angoisse. Et on voit bien que d'une façon plus égocentrique, Trump est dans cette attitude. Sa devise est un néo-cartésianisme. Je casse donc je suis. Donc on est bien dans une situation où l'objectif est assez second, et ça entraîne des conséquences extrêmement graves. D'abord, une crise des buts de guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Personne ne le sait. Etchett disait il y a 2 mois qu'il n'était pas question de faire une guerre pour des raisons idéologiques. Ensuite, il a dit le contraire. Puis maintenant, il se contente de dire ce qu'il faut, c'est détruire. Alors on sait, Gaza, c'était aussi détruire, et on n'a rien mis à la place. Netanyahou, on ne sait plus. Enfin, Trump, on ne sait plus du tout. Il voulait protéger son pays. C'était une menace imaginaire qui était simplement due au fait que c'était seulement si le pays était menacé qu'il pouvait engager la guerre sans passer par le Congrès. Bon, on a donc une situation qui est étrange. Il méconnaît complètement les intérêts vis-à-vis de la Russie, etc. Même chose pour Netanyahou. Donc on est maintenant dans une situation où il y a une autonomie complète de la guerre par rapport à ses objectifs, une autonomie de la stratégie par rapport aux objectifs. La stratégie, ça vise les objectifs. Quand vous faites une grande préparation d'artillerie, comme en 14, comme Ludendorff en 18 par exemple, ou comme les Alliés en Allemagne en 44, c'est parce que c'est un prélude à une action sur le sol qui vise à conquérir le territoire. Là, on a la préparation d'artillerie, la préparation d'aérienne, et on n'a rien d'autre. Ensuite, on a alors, le risque, je termine. Le risque, c'est évidemment il est très sérieux. Parce que quelle est on se sort de cette affaire que par une bataille décisive, parce que sinon c'est l'enlisement. Donc quelqu'un comme Trump est aujourd'hui confronté à une situation très inquiétante, c'est qu'il veut en sortir, bien sûr. Il veut en sortir parce qu'il doit en sortir. Mais comme il n'a rien comme objectif très très concret, comme résultat à faire valoir, parce que sa stratégie ne correspondait à rien, que ses objectifs sont pas définis. Le risque, c'est qu'il veuille s'en sortir par une surenchère de la violence, et donc par une ascension aux extrêmes. Donc on a à la fois une pression à la brièveté de la guerre et une pression à l'accentuation des violences. Béatrice Gibelin. Oui, la démonstration que vient de faire Monsieur Bourlange, président, est absolument remarquable. Maintenant, on va essayer de regarder ce qu'il en est et ce qui suscite vraiment notre inquiétude. Ukraine, Iran, c'est 2 guerres qui sont avec des points communs, mais qui sont différentes. Dans le cas de l'Ukraine, c'est la Russie qui veut prendre le contrôle d'un immense territoire, c'est le cas de l'Ukraine, sous prétexte que c'est un petit frère, et que ce petit frère étant plutôt russe, il doit rester russe. Et il n'a absolument aucune raison d'aller filer du côté de l'Occident. Alors on prend le prétexte que c'est des fascistes ou des nazis, et donc on y va. Là aussi, c'est une guerre qui est presque préventive, de la même manière que celle de Trump et de Netanyahou, avec un but très clair, qui est de prendre le contrôle d'un territoire. Dans le cadre de la guerre en Iran, c'est pas prendre le contrôle forcément physique d'un territoire. C'est effectivement prendre un contrôle pour éviter effectivement qu'on ne parte vers le nucléaire, et aussi, si on peut faire tomber le régime, ce sera bien. Bon, donc mais on veut pas s'installer dans l'Iran. C'est tout. Si on arrive à ces buts, on s'en ira. Donc,
on est dans des situations qui sont assez différentes. On parle de deux guerres. L'une, la guerre en Ukraine, qui a maintenant presque 1200 jours. Celle de l'Iran n'en a encore que 16. Donc prenons conscience des temps qui sont, je crois, importants à prendre en compte. La différence qui me semble essentielle et qui doit nous préoccuper, c'est au fond la guerre de la Russie sur l'Ukraine a réveillé une partie des États européens compte tenu de l'attitude de Trump qui dit vous allez un peu vous débrouiller tout seul maintenant, ce qui est une menace. On a décidé d'augmenter notre participation à l'OTAN, les uns et les autres, d'augmenter nos budgets militaires, oui. Pour l'instant, les troupes de l'OTAN sont toujours là et les États-Unis n'ont pas encore déserté complètement notre territoire, le territoire européen. Mais effectivement, il y a une prise de conscience que la Russie représente une menace, sans doute pour les États baltes, mais aussi peut-être pour la Pologne. Bref, on s'est réveillé du côté européen. En revanche, ce qui se passe effectivement avec la guerre de Trump et de Netanyahou, comme l'a rappelé Philippe, c'est une régionalisation autour du Golfe qui est importante, c'est vrai, sur des États, alors ils sont nombreux, certains sont petits, mais ils ont surtout un enjeu qui est effectivement toujours l'enjeu du pétrole. Mais plus que ça, c'est que ce sont des États pour lesquels les États-Unis s'étaient engagés à assurer leur sécurité. En échange sans doute de beaucoup d'investissements de ces pays aux États-Unis, puisque Trump faisant un deal, je crois que ça s'élevait dans un montant autour de 1000 milliards de dollars qu'on pouvait peut-être investir aux États-Unis de la part de ces pays. Or, qu'est-ce qui se passe ? Ces pays se trouvent aujourd'hui clairement menacés. Non pas que les frappes iraniennes soient absolument dramatiques. Alors c'est vrai qu'elles attaquent des ports pétroliers, des raffineries, mais qui créent des dommages, mais qui ne sont pas des dommages absolument colossaux. Jusqu'ici, on est encore dans, j'allais dire, des attaques mesurées, simplement pour montrer qu'effectivement, de la part des Iraniens, qu'on peut agir. Il faut faire attention de ne pas nous laisser prendre trop par des images. Nous avons une guerre médiatique avec énormément d'images, tant du côté iranien, bien sûr, que du côté israélien et du côté américain. Mais non pas que je veux dire que c'est pas grave, je sais simplement de remettre les choses au niveau où elles doivent l'être. De même, quand on dit on attaque des essaims de drones avec des milices patriotes, on fait pas que ça. Il y a des tas d'autres systèmes d'armement qui permettent effectivement aussi de lutter contre les drones. Donc, essayons, je dirais, simplement de raison garder, même s'il y a des raisons tout à fait sérieuses, d'être très, très, très inquiets. Alors, ce qui est un point commun, c'est que dans les deux cas, la Russie, comme les États-Unis, mais aussi Israël, c'est une sous-estimation de la détermination de l'adversaire. Alors, dans le cas de l'Ukraine, c'est un réflexe de survie nationale, c'est-à-dire qu'on a tout un peuple qui est majoritairement derrière son leader Zelensky pour résister contre la Russie. La situation n'est pas la même du tout en Iran. En Iran, on a sans doute une grande partie de la population, peut-être 80%, qui espère l'effondrement du régime, donc qui ne soutient pas dans un réflexe nationaliste ce régime, mais un régime qui, lui, est dans une situation de survie et qui est prêt à tout, ou presque tout, espérons que ce ne soit pas tout, pour tenir le plus longtemps possible. Et donc, dans ce jeu d'escalade dont parlait Jean-Louis, est-ce que le temps va vraiment jouer pour les Iraniens ou pas ? Parce que c'est pas si évident que ça. On est, je redis, à 2 semaines de guerre. Je pense que il peut, Netanyahou sûrement beaucoup plus, mais Trump peut tenir encore 3 semaines ou 4 semaines dans cette guerre. Est-ce que ça suffira ? Sans doute, peut-être pas, parce que l'enjeu, c'est le détroit d'Ormuz. Et une interrogation que j'ai, je n'arrive pas à croire, comme je l'entends sur certaines radios ou certaines télévisions, que les États-Unis ou que l'armée américaine n'ait pas vu le détroit d'Ormuz comme un verrou important pour la sortie du pétrole. Je n'arrive pas à
penser que ce soit possible. Dans la mesure où, je veux dire, même un étudiant de géographie ou de première année en géopolitique, on lui parle du détroit d'Ormuz. Donc je suis extrêmement surprise de cette affaire. Et je vais en terminer. Si dans Netanyahou et les Israéliens et les Américains arrivent à, annihiler les possibilités d'attaque le long du golfe Persique, mais enfin c'est 1200 km, ça fait quand même long à liquider, à ce moment-là, le contrôle du détroit d'Ormuz par les Iraniens ne sera pas possible. Si on débloque le détroit d'Ormuz, alors les cartes sont redistribuées autrement. Merci. Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Je voudrais faire 3 remarques en me concentrant sur l'Iran pour arriver à la comparaison avec l'Ukraine juste à la fin. La première chose, c'est première remarque de quelle nature en fait est la guerre qu'ont déclenché les États-Unis. Et il me semble qu'on peut sans trop se tromper la qualifier d'asymétrique, mais avec une nouvelle spécificité. Elle est complètement asymétrique et en ce sens, elle peut faire penser soit à la guerre du Vietnam, soit à la guerre de l'Irak, mais avec la spécificité qu'on est complètement sans les troupes au sol, donc c'est quelque chose de ce point de vue-là qui est complètement différent. Mais l'asymétrie, elle est quand même dans les moyens qui sont absolument sans commune mesure entre d'un côté les Américains et Israël et de l'autre l'Iran. Quand on regarde une guerre asymétrique, il faut regarder quels sont les moyens des plus faibles. Quand on lit un peu ce qui se dit là-dessus, on peut synthétiser en disant les Iraniens en fait ont 3 moyens de répondre. Ils avaient l'axe de la résistance, qui est le Hezbollah, la Syrie. Ça, c'est fini. Ils sont complètement atteints ou détruits. Ils avaient leurs infrastructures balistiques pour pouvoir répondre. Et ça, quand on regarde l'évolution du nombre de missiles tirés depuis le début du conflit, il semble que ça soit assez crédible de se dire qu'une grande partie des infrastructures balistiques ont été détruites. Reste Hormuz. Et là, pour le coup, quand on regarde Hormuz, ils ont tous les moyens de pouvoir bloquer ou perturber ou paralyser la circulation du détroit avec de très faibles capacités. Ils ont 2 moyens de le faire, soit les mines, et les spécialistes disent il suffit d'utiliser 5% de leur stock de mines pour le faire, soit quelques drones Shahed qu'on envoie sur certains bateaux, et il suffit d'en toucher 1 sur 4 ou 1 sur 5 dans le détroit d'Ormuz pour que tout le commerce international se dise on ne fait plus passer nos bateaux par là, ou on réduit considérablement la circulation du commerce international, et ce qui créerait une crise économique mondiale, et donc qui obligerait les Américains et leurs alliés à évoluer. Et donc, de ce point de vue-là, on est vraiment dans une guerre asymétrique où, malgré les apparences, me semble, liées à la supériorité absolue technique, balistique, aérienne des Américains, les Iraniens ont un moyen de résister qui fait que il y a 2 branches maintenant, me semble-t-il. Il y a une alternative en 2 solutions. La première, c'est soit les Américains envoient les troupes au sol. Et là, on voit pas comment est-ce que c'est possible et intérieurement, et comment est-ce qu'ils peuvent gagner la guerre s'ils font ça. Soit, et c'est ce que me semble-t-il certains dans la galaxie MAGA ont commencé à dire depuis quelques jours. Maintenant, faut s'en aller. On ne sait pas trop bien pourquoi on est venu. On ne sait pas très bien pourquoi on va repartir. Mais maintenant, il faut s'en aller parce que le coût de la guerre est trop important. Et dans ce cas-là, ça sera forcément, s'ils s'en vont sans avoir renversé le régime, ça sera forcément une victoire du régime iranien. Et j'arrive à mon 3e point pour conclure, c'est que si on remonte à Clausewitz à partir de cette analyse-là, je me demande si on peut pas dire que Trump a inventé la guerre anti-stratégique. Parce que si on compare ce qu'a fait Obama et ce qu'a fait Trump, en fait, il y a une même vision américaine derrière qui est, il faut faire un pivot asiatique. Ce qui compte au XXIe siècle pour défendre les intérêts des Américains, c'est la Chine, et c'est beaucoup moins l'Europe, beaucoup moins le Moyen-Orient. Et donc, Obama fait ça de façon, me semble-t-il, très intelligente. C'est-à-dire, d'abord, il le formalise.
et ensuite il se retire d'Irak et il fait la paix en Iran. Ce qui permet d'avoir la majorité des moyens et économiques et militaires concentrés conformément à son but stratégique, qui est la Chine. Qu'est-ce que fait Trump ? Il fait exactement l'inverse. Il dit oui, c'est la Chine notre objectif principal, mais il envoie ses moyens militaires et il crée un problème économique avec une situation, un pays, une région qui n'a rien à voir avec son objectif stratégique. Et si, à la fin, ce qui se passe, c'est effectivement qu'ils s'en vont et que le régime est toujours là, il aura fait quand même bingo, grand chelem, strike sur tous les objectifs tous les objectifs qu'il souhaitait atteindre, auront été ratés. C'est-à-dire, il aura renforcé tous ses adversaires. La Chine aura été plus forte parce que elle se sera montrée plutôt comme une puissance de stabilité, avec éventuellement la possibilité de justifier un jour l'invasion de Taïwan comme les Américains ont fait en Iran. Bon, les pays du Golfe, ils risquent de se dire, et ils ont commencé à te dire que les Américains sont pas un allié si fiable que ça, et donc plutôt de se rapprocher éventuellement de l'Iran, ou en tout cas avant de confier entièrement leur sécurité aux Américains, à y regarder à deux fois. Et donc on aura vraiment, Clausewitz disait, la politique, la guerre, c'est la prolongation de la politique par d'autres moyens. On se dit, avec Trump, la guerre, c'est la destruction de la politique stratégique par d'autres moyens. Lionel Zinsou. Oui, moi, factuellement, il y a trois choses qui me frappent. La première, c'est que toute guerre devient quand même assez vite mondiale. La deuxième, c'est qu'il faut faire un tout petit peu attention parce que le Sud global existe, c'est-à-dire que, au fond, on vous explique que la Russie n'est pas capable de protéger ses pays alliés, les régimes les plus proches. Faut faire attention, faut pas aller trop vite là-dessus. Que la Chine est totalement absente de ce qui se passe en Iran. Faire aussi très attention, très possible qu'il y ait une aide chinoise tout à fait efficace. Enfin, le Sud global, c'est-à-dire au fond tout ce qui est anti-occidental existe, y compris dans les opinions publiques des pays en développement et émergents. Et donc, l'Iran n'est pas isolé. La troisième chose qui me frappe, c'est qu'il faudrait peut-être, Béatrice, enseigner franchement la géopolitique et l'histoire de la guerre à partir du CM1. Parce que, franchement, ce qui était très étonnant, c'est la faiblesse de beaucoup de commentaires et donc une prise de conscience plus difficile. Si je veux juste développer rapidement là-dessus, c'est incroyable d'entendre les gens vous dire il va y avoir 15 centimes d'impact au litre dans les stations-service, comme si c'était vraisemblable. C'était incroyable d'entendre des gens vous dire par le détroit d'Ormuz, il ne passe que 13% de nos besoins en pétrole. Pourquoi c'est absurde ? Parce qu'il y a une loi qui aussi n'est pas au programme des enfants, petite loi économique, dite de Gregory King sur tout ce qui est commoditisme, marché de matières premières. Si vous avez l'anticipation que vous allez avoir une pénurie, ça c'est quand même depuis le XVIIe siècle, 5% de pénurie, vous allez doubler les prix. Et puis en fait, c'est empiriquement vérifié. Donc quand vous en perdez 13 ou 20, mais que quand vous êtes l'Inde, où c'est plutôt les 3/4 de votre production, de votre consommation d'hydrocarbures qui vient du Golfe, les effets sont considérables. Par exemple, là, nous sommes pas du tout à quelque chose qui se mesure à quelques centimes passés au-dessus de 2 €. Nous sommes devant un choc pétrolier. Si on dépasse 3 semaines, qui sera le plus important
si on le compare par rapport à celui des années 80. 70, guerre Kippour, et 80. Mais ça devrait être connu de tous, dans la conscience de tous. Par exemple, on vous dit, on va débloquer des réserves stratégiques de l'Agence de l'énergie, 400 millions de barils. Bon. Mais ça veut dire qu'on a 20 jours de la consommation qui est inhibée par le fait qu'il passe 20 millions de barils par le détroit d'Ormuz. Mais écoutez, 20 jours, c'est le tiers des réserves de l'Agence internationale de l'énergie. Ça veut dire que si on devait à nouveau, parce que ça durerait trop longtemps, débloquer les réserves, on aurait de quoi tenir 3 fois plus, de réserves juste pour compenser ce qui se passe, et seulement sur le pétrole, sachant que la contrainte est plus forte sur le gaz. Mais enfin, comment on peut dire, pour rassurer les gens, vous allez payer 15, peut-être 30 centimes de plus. On est devant le choc pétrolier le plus fort. Et ça, même si les États-Unis disaient dans une semaine, la victoire est totale, ce pays n'a plus de capacité militaire, etc. L'Iran pourrait parfaitement continuer de faire avec des moyens légers, avec des drones navals, avec des drones aériens, etc., sélectivement, en ne laissant passer que des tankers chinois ou indiens, parce que ces pays, encore une fois, sont beaucoup plus dépendants que tous les autres. Mais ce sont les 2 usines du monde, enfin surtout la Chine. Bon, on est donc devant une situation, si vous voulez, où on a, sur les réserves stratégiques, on dit ça va faire baisser le prix sur les marchés. Et on constate que ça n'impressionne pas le marché. Mais pour des raisons d'évidence, 400 millions de barils, 20 jours des réserves de l'Occident hors États-Unis. C'est-à-dire que c'est dérisoire. Ça veut dire que c'est une façon d'avouer que 3 fois 20 jours et il n'y a plus de réserve stratégique. Donc, si vous voulez, il faut absolument, Béatrice, faire quelque chose pour que la géopolitique et les éléments de base soient là-dessus. Et juste, pourquoi je disais, commençons, toute guerre est mondiale. Si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé dans la guerre d'Ukraine, c'est que l'inflation alimentaire dans les pays où la sécurité alimentaire est la plus basse, Asie du Sud, Afrique, on a eu une inflation alimentaire 2022-2023 jusqu'à 40% sur des choses essentielles, c'est-à-dire notamment les céréales. Et des prix d'engrais qui ont augmenté de façon considérable, encore que ça va augmenter plus si la guerre dure 1 mois de plus. Et là, si vous voulez, ça veut dire qu'au fond du Mali ou au fond du Bangladesh, un effet sur l'engrais et la production de céréales de l'Ukraine, qui a l'air d'être quelque chose de relativement peu important, c'est 0,1% et demi du PIB mondial, ça a un effet de famine sur des pays massivement peuplés. Vous avez un effet mondial qui est en train de s'installer et qui, dans 1 mois, fera de cette guerre des victimes dans l'ensemble du monde. Donc, il faut vraiment arrêter de sous-estimer, alors que c'est, au fond, connu, l'effet de ce genre de conflit. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que tout ça est, nous disons, par des... C'est comme dans la recherche du temps perdu, on arrive par le côté des Guermantes ou par le côté des Swann, mais on arrive dans le même jardin. Et on dit à peu près des choses. Si on prend j'ai pas développé la comparaison qui est faite par mes camarades entre les deux guerres. Je crois qu'il y en a. La première comparaison, c'est que l'Ukraine, c'est une guerre classique
par ses objectifs. C'est ce qu'a dit très bien Béatrice, alors que l'Iran s'est complètement dilué. C'est vraiment une guerre classique, l'Ukraine. On veut contrôler un territoire politiquement, territorialement, et on met des moyens, on bombarde. Là, sur l'Iran, on ne sait pas. J'ai été très frappé de l'opposition marquée par les médias en disant Trump ne veut pas le changement de régime, mais Netanyahou, lui, veut un changement de régime. C'est absolument faux. Netanyahou, il veut détruire le régime, mais chacun sait qu'on ne détruit que ce qu'on remplace. Or, je ne vois pas ce qui va remplacer, pas plus, nous sommes plutôt dans un processus à la Gaza, c'est-à-dire on détruit, mais on ne remplace pas. Et ça, c'est quelque chose de... je ne pense pas que le Premier ministre israélien ait envie d'avoir, à l'avenir, un État de 90 millions d'habitants, géré de façon à peu près rationnelle par un musulman modéré, relativement, sinon démocratique, du moins pas aussi assassin que le régime actuel, et jouissant de considération, d'un respect international. Ça impliquerait qu'il ait du Moyen-Orient une idée qui est fondée sur l'équilibre des forces. Or, toute son attitude sur la Palestine, sur Gaza, c'est plutôt non. La suprématie israélienne repose sur la confusion de tous ses voisins, que ce soit, il ne faut pas qu'il y ait d'État palestinien, le Liban, l'équilibre intérieur, on s'en fout, l'Irak, c'est une pagaille et c'est bien comme ça, et la Syrie également. Et je pense que c'est l'objectif. Donc on a une différence. La deuxième différence, qui est importante, sous réserve de ce que vient de dire Monsieur Zinzou, c'est la différence entre la régionalisation et la mondialisation. Je crois que l'Ukraine est un conflit qui est relativement régionalisé. Il y a eu certainement les incidences que tu dis, Lionel, sur l'Afrique, etc. Mais tout l'effort du monde extérieur a été de dire c'est votre guerre, à vous Européens, c'est pas la nôtre. Et donc c'est une affaire d'ailleurs qui affaiblit l'Occident, puisque de part et d'autre, ce sont des pays marqués par l'empreinte occidentale, marxiste ou libérale, qui sont en cause. Là, on est vraiment dans un système qui est un déclenchement mondial complet. Ça met en cause absolument tout le monde. Je vais revenir là-dessus. Sur la troisième chose, c'est la relativisation des moyens militaires. En Ukraine, c'est la guerre qui décide. Si Poutine n'y arrive pas, c'est parce que son armée ne fonctionne pas par rapport à la résistance. C'est pas tout ce qu'on raconte, etc. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le rapport sur le terrain. Alors il veut, voilà. Tandis que là, on voit bien l'immensité de la supériorité militaire américaine, mais une fois de plus, ces moyens militaires sont inopérants. C'est pas la première fois. Au Vietnam, l'immensité et l'intensité de l'engagement américain n'a pas évité la défaite. Alors, je reconnais que là, ils étaient vraiment en face de l'URSS. L'URSS alimentait en moyens considérables dans le Vietnam. Ensuite, on a eu la guerre d'Irak, supériorité militaire écrasante et fiasco politique total. Ensuite, on a eu l'Afghanistan, moyen d'ébauche d'argent, de moyens, et quelques dizaines de milliers de locteux chassent les États-Unis. Donc il y a un vrai problème de, du rendement décroissant de la violence, pour employer une expression de type marxiste. Et là, on est vraiment en face de ça. Les Iraniens sont écrasés, mais ils mobilisent tout un tas de choses qui fait que tout le monde s'affole pour les raisons que vous avez dites. Alors, sur les incidences de chacun, on voit bien, c'est un jeu où beaucoup de gens perdent, mais pas tout le monde. Les gagnants, c'est évident, c'est les Russes. Et donc les perdants, c'est les Européens. Là, on voit bien ce qu'est devenu l'Alliance. Ça n'existe plus. Monsieur Trump décide une guerre, il ne nous consulte pas, il ne nous informe pas, il ne nous demande rien. Et or, c'est une guerre qui a une incidence
évidente sur les rapports avec l'Ukraine. Notamment, c'est un formidable ballon d'oxygène pour les Russes, à tous égards. À la fois moins de livraison d'armes, le pétrole qui coule à flot, la dénonciation unilatérale des sanctions par les États-Unis, tout ça, c'est quelque chose de tout à fait extravagant. Pourquoi est-ce qu'il a réfléchi à ça? Est-ce qu'il s'en fiche? Il a toujours été assez sensible à Poutine. On n'en sait rien. Les Chinois. Alors, les Américains eux-mêmes, ça leur pose un problème parce que c'est quand même quelque chose qui va se traduire par sans doute une réduction d'influence des États-Unis qui vont expérimenter une fois de plus les limites de la puissance, alors que Trump avait été élu pour ne pas s'engager dans une affaire pareille. Quant aux Chinois, ils attendent, ils voient, c'est pas commode pour eux, ils ont intérêt à ce que les Iraniens survivent de n'importe quelle façon, ils les aident notamment par des moyens d'information, ils donnent, les Iraniens sont très très bien informés, ils ont détruit les radars américains et ils sont informés de tout un ensemble par les Russes et par les Chinois. Donc on a supposons un scénario qui ne se produira pas, mais si demain M. Xi décide de faire un coup de main sur Taïwan, qu'est-ce que fait le président Trump? Il n'aura pas l'air spécialement malin. Donc quant au Moyen-Orient lui-même, le Liban, l'infortuné Liban est une fois de plus plongé dans la guerre et on ne voit pas ce qui peut sortir d'équilibré et de pacifique dans cette guerre. Donc c'est vraiment un jeu qui serait à somme totalement négative s'il ne profitait pas aux Russes et par voie de conséquence, il ne mettait pas en cause les Ukrainiens et les Européens, ce qui me conduit à dire que le seul objectif que doit poursuivre aujourd'hui, prioritaire, les Européens, c'est l'investissement à fond dans la défense de l'Ukraine. Je vous remercie. Nous avons atteint la dernière séquence de notre enregistrement qui se poursuivra dans pas très longtemps par un échange avec vous qui êtes venus à l'école alsacienne. Je vais donc inaugurer cette séquence, dite la séquence des brèves, en disant que je suis en train, je ne sais pas très bien pourquoi, quelqu'un peut-être pourra-t-il décrire les motifs secrets de cette action, qui n'est même pas une décision. Je suis en train de faire une cure de Vassili Grossman. Je l'avais déjà lu, mais le relire est quelque chose dont on ne se lasse pas et dont on tire chaque fois de nouveaux enseignements sur le monde comme il marche et sur soi-même comme il marche aussi. Or, il se trouve que j'ai commencé par relire Toupas, qui est cette méditation d'un homme à travers un personnage de fiction sur les raisons qui ont bien pu le pousser à une action aussi misérable que celle de dénoncer un crime dont il sait qu'il n'a pas été commis. Ça n'est même pas dont il sait que les auteurs, ceux qui sont accusés, n'en sont coupables en rien, mais c'est que même le crime n'a pas été commis. Il s'agit du complot des blouses blanches pour lequel Grossman s'était laissé aller à signer une dénonciation sur laquelle il a médité toute sa vie. On a publié récemment les souvenirs et la correspondance de Grossman qui a été mise en forme par son fils adoptif. Et là aussi, on retrouve à la fois un personnage extrêmement attachant sur le plan personnel et en même temps un personnage d'une forme de lucidité que je qualifierais d'humaniste, de compréhensive, pénétré par le désir de comprendre bien plus que par le désir de juger. Et de même qu'avant cette émission, quand nous faisions les essais de voix, je parlais de la rareté et du prix de la bonté foncière, il y a là, dans cette volonté de comprendre avant de juger, et peut-être même sans juger, quelque chose qui est aussi très précieux. Antoine Fouché. Et merci Philippe. Moi, je voudrais faire une recommandation qui tourne autour de Paris, parce que jour des élections. Et puis, alors trois petites choses autour de Paris. D'abord, la thématique du Nouvel Esprit Public avec Alexandre Gady est vraiment, toutes les thématiques du Nouvel Esprit Public sont intéressantes, mais celle-là est
passionnante. Voilà. Il y a le petit livre qu'a publié Philippe dans l'âme des peuples, dans la collection L'âme des peuples sur Paris, qui reprend en partie la conversation, qui est vraiment aussi très intéressante. Et ces deux aspects, ou plutôt ces deux ouvrages ou produits, mettent en valeur Paris, expliquent pourquoi Paris joue un rôle aussi central dans notre identité française et quelles sont les raisons au cours des siècles qui ont fait qu'on a aimé Paris, que Paris a attiré énormément de Français et a fasciné le reste du territoire. Et en contrepoint, pour pas être simplement éclairé d'une seule manière de notre phénomène parisien, je recommanderais la lecture du livre de Francis Brochet qui s'appelle « Quand le parisianisme écrase la France », parce que c'est un éclairage sur les conséquences du poids de Paris sur le fonctionnement de la France par quelqu'un qui aime Paris. Pas par quelqu'un qui serait aigri parce qu'il n'aurait pas réussi à faire ceci ou cela. Francis Brochet est né à Montbéliard, il a vécu à Paris, c'est un journaliste très curieux de plein de choses et fasciné par l'histoire de France et la culture de France. Et il explique comment, malgré la grandeur que Paris a donnée à la France, justement cette grandeur peut avoir et a encore comme contrepartie une forme d'infantilisation du reste du territoire. Cette centralisation désinnerve en fait notre pays, dévitalise le pays, et il donne des exemples et des anecdotes très très concrètes, notamment en matière économique. Et donc en fait les trois choses sont trois propos d'amoureux de Paris qui éclairent le phénomène et ses relations à la France de différentes manières, et je pense qu'on ressort de l'écoute et de la lecture des deux ouvrages avec une question qui serait: comment est-ce qu'on pourrait garder cette place de Paris en France et dans le monde, cette beauté et cette énergie, tout en permettant au reste de la France d'exprimer sa pleine identité et son plein potentiel que Paris écrase quand même un peu. Jean-Louis Bourlanges. Oui, nous sommes à 3 jours du début de 155e anniversaire du début de la Commune de Paris, qui est Michel Vinocq, dans la collection Les Journées qui ont fait la France, on fait sur le 18 mars 1871, dans laquelle Paris bascule. On parle tous de Paris, on n'a pas le droit de parler des élections. Vous voyez, on arrive latéralement à parler de Paris, on est malin, donc par lequel Paris bascule dans la guerre civile. Et nous connaissons bien Michel Vinocq, c'est un ami, on a fait des émissions avec lui, et là, il donne toute la mesure de ses immenses qualités à la fois d'historien et d'écrivain, parce que c'est un récit extrêmement élégant, extrêmement bien mené. On lit avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'inquiétude aussi, parce que ce dont il parle n'est pas très joyeux, cette histoire. Alors je crois que Vinocq n'a pas son pareil pour resituer la Commune de Paris dans l'histoire des conflits français. C'est à la fois la liaison du conflit politique, notamment la rupture entre le Parlement et le mouvement ouvrier. C'est le conflit religieux, une accentuation de cette guerre de religion qui va empoisonner 50 années de vie sociale. Une rupture également de la France sociale, c'est-à-dire que la République opportuniste, comme on disait, c'est-à-dire modérée, va faire preuve d'une cécité et d'un égoïsme social pendant des dizaines d'années qui sont absolument incroyables. Tout ça sort de la Commune. Mais ce qui est bien, c'est qu'il resitue cela dans l'histoire française, car il y a une vision déformée de de la Commune de Paris, qui est la version à partir du livre très intéressant de Marx et de la réinterprétation des léninistes, de dire c'est la préfiguration de la révolution bolchevique. Pas du tout. C'est un événement qui s'inscrit dans l'histoire de France, et c'est bien plutôt, comme disait François Furet, l'adieu de la révolution à l'histoire. Béatrice Gibelin. Eh bien, pour continuer à essayer d'éclairer la situation et le conflit iranien, je vous conseille un ouvrage qui vient de sortir de Stéphanie Rosa et Amir Pacha Tavakoli, Lumière et anti-lumière en Iran,
Un siècle de lutte politique, publié au PUF. C'est une approche extrêmement intéressante. Donc c'est ce retour sur la première constitution en 1906 en Iran, qui est une constitution qui est très marquée par les Lumières et par la Révolution française. Et comment, en étant parti de ce qui est normalement une ouverture, l'égalité, y compris homme-femme, laisser la religion dans le domaine privé et la distinguer du domaine politique, comment on arrive en 1979, au fond, à un régime théocratique et qui s'avérera en fait une dictature théocratique. Et comment l'islam politique a pris cette place. Et cette démonstration est extrêmement intéressante parce que il casse la représentation comme s'il y avait un champ de l'Orient et un champ de l'Occident et qui ne pouvaient pas se rencontrer. Ces deux auteurs disent mais en fait non, on peut avoir une lecture des luttes politiques iraniennes au prisme classique d'affrontement entre les ennemis des Lumières et les partisans des Lumières. Donc c'était un pays qui cherchait à se libérer du colonialisme et de l'impérialisme et qu'on peut parfaitement aborder ces spécificités iraniennes justement par ce prisme de l'universalisme à la fois méthodologique, anthropologique et politique. Ces hommes et ces femmes à travers le monde sont en fait soumis aux mêmes logiques, aux mêmes clivages fondamentaux, et c'est extrêmement intéressant à prendre la lecture de cet ouvrage. Et la victoire des Mollahs en 1979 est le produit de luttes internes qui sont en place depuis plusieurs décennies, avec cette alliance improbable des moudjahidines très marxistes d'une part, des mollahs par ailleurs, et des commerçants du bazar en dernier. C'est, je crois, une profondeur sur la situation iranienne qui est nécessaire en ce moment. Lionel Zinsou. Moi, en sortant de l'école alsacienne, je vous conseillerais d'aller au Louvre, qui ne se porte pas si mal, en fait, parce que en décembre dernier, il a créé un nouvel ensemble, la Galerie des 5 continents. Alors d'abord, c'est très pratique, parce que vous rentrez par les quais de Seine, par le quai François Mitterrand. Au lieu de rentrer par la pyramide, c'est infiniment plus rapide. Et c'est la Porte des Lions, qui est magnifique, qui a été très longtemps fermée, qui est rouverte. Et là, vous entrez par ce qu'on appelait le pavillon des sessions, et où on rassemblait, à la demande de Jacques Chirac, et ça avait été créé il y a 25 ans, un pavillon où il y avait des œuvres de tout ce qui n'est pas européen. Aujourd'hui, c'est la Galerie des 5 continents où on rapproche des œuvres effectivement américaines, océaniennes, asiatiques, africaines, mais on les rapproche de chefs-d'œuvre européens sur des thématiques de spiritualité, de pouvoir ou de beauté, de l'art pour l'art. Et c'est donc 120 œuvres, une scénographie, une lumière, une ouverture, une générosité des lieux conçus par Jean-Michel Villemotte, qui est un extraordinaire scénographe, et pas simplement un architecte, scénographe de musée, qui a fait à Doha, j'espère qu'il ne va pas être bombardé, toute la mise en scène du plus grand musée d'art islamique, celui de Paye à Doha, mais enfin il en a fait dans le monde entier. Et donc franchement, c'est extraordinairement agréable. C'est ramassé, c'est 120 œuvres. Il y a une cafétéria juste en face, donc on peut se reposer tout de suite. On ne fait pas la queue pour rentrer au Louvre. Il y a un ascenseur direct pour la galerie de peinture italienne. Donc c'est vraiment malin, et c'est tellement lumineux et tellement intéressant de rapprocher des chefs-d'œuvre. Moi, je serais vous, j'irais tout de suite. Le message est clair. C'est l'occasion de rappeler que André Fermigier, historien d'art et journaliste, et qui était chargé de toutes ces questions
des questions d'architecture, entre autres, au Monde, qui s'était élevé contre la destruction des pavillons de Baltard, qui avait suggéré qu'on transforme la gare d'Orsay en musée du 19e siècle. André Fermigier a dû quitter le Monde parce qu'on le trouvait réactionnaire pour s'être opposé à une entrée unique au Louvre, qui était celle de la pyramide de Paye, décision sur laquelle on revient par morceaux, c'est-à-dire que non seulement du côté de la Porte des Lions, mais aussi maintenant du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois et aussi d'une entrée de Richelieu, etc. Bref, c'est hommage posthume à André Fermigier, qui est mort il y a maintenant une quinzaine d'années. Je vous remercie, je vous rappelle qu'il est essentiel que vous contribuiez à notre financement et que, comme on disait dans l'Aveyron vers 1350, « Every little helps ». Et je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire suit les questions qui touchent aux plateformes de financement. Je remercie Michael Fristo et Fabrice Gros qui ont assuré l'enregistrement de cette conversation et, bien sûr, l'École alsacienne de nous avoir accueillis pour cette émission qui va se prolonger par un échange avec le public. Merci à toutes et à tous.